Donc, dans la dernière vidéo, j'avais déjà passé en revue de comment le plongeon a impacté Alexandre dans une manière positive et ce que ça l'a amené dans sa vie. Mais je voulais passer encore en revue de certains points généraux de les bienfaits de la participation au sport et les liés à l'athlète. En ce qui concerne la condition physique, puisqu'il pratique beaucoup du sport et le plongeon, ça le rend un style de vie beaucoup plus sain et plus actif, ce qui réduit sa risque pour, par exemple, le hypercholestérolémie. Ensuite, on a la santé mentale, dont les participants actifs attachent une très grande importance au sport comme source de détente, de plaisir et la loisir de forme physique, d'amélioration de la qualité de vie grâce à une meilleure santé et de soulagement du stress. Et comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, Alex a dit une fois qu'il pense qu'il a une peau assez épaisse sur le dos et c'est dû au plongée et grâce à cela, il a pu faire face à plusieurs défis qui s'est présentés à lui. Et en ce qui concerne l'humeur, dans les personnes régulièrement actives physiquement tolèrent mieux le stress quotidien que les personnes moins actives et elles sont plus optimistes et positives par rapport aux expériences de la vie et moins tendance à être anxieuses. Ça, c'est l'une des grandes choses que les gens observent dans Alexandre. Plusieurs gens disent qu'il est une personne très positive. Et pour ceux en pratiquant le sport, ça réduit le coût de soins de santé parce que ça rend qu'il est plus actif et il vit une vie beaucoup plus saine. Donc, il ne doit pas vraiment partir à l'hôpital plusieurs fois. D'ailleurs, on pourrait aussi dire que puisqu'il pratique un sport qui est un peu compétitif, ça peut lui rendre certains défis physiques. Par exemple, ce qui s'est arrivé à lui avec son accident, il a dû la chirurgie. Même durant sa carrière, il a pu finir le secondaire jusqu'il est parti au collège André Grasset. Et la plupart des gens disent qu'en pratiquant le sport, ça amène beaucoup de discipline pour les gens ou les athlètes en général, ce qu'il peut transférer à leurs éducations. Donc, le plongeon est le sport qui consiste à sauter ou à tomber dans l'eau depuis une plateforme ou un tremplin, généralement en faisant des acrobaties. Le plongeon est un sport internationalement reconnu qui fait partie des Jeux olympiques et en outre, le plongeon non structuré et non compétitif est un passe-temps récréatif, dont les compétiteurs possèdent les nombreuses caractéristiques identiques à celles des gymnastes et des danseurs, notamment la force, la souplesse et le jugement kinesthésique et la conscience de l'air. Certains plongeurs professionnels étaient à l'origine des gymnastes ou des danseurs, car ces deux sports présentent des caractéristiques similaires au plongeon. Le but de la compétition est donc de faire un saut à la fois esthétique et difficile, et dans cette dernière optique, la composition de plongeon est à la fois très réglementée et complexe. Elles se font sur les éléments suivants. Le groupe, fondé sur la position et le sens du départ, ainsi que celui de la rotation, la forme ou la position du corps durant la phase aérienne, le nombre de saltos et le nombre de vrilles. Et le tout est exprimé par un code numérique. Donc, les plongeons sont répartis en 6 groupes, mais celui sur laquelle je vais me concentrer sont les plongeons arrière qui se caractérisent par le sens du départ et de la rotation. Donc, dans ce type de plongeon, le plongeur, son dos est tourné au bassin, effectuant une rotation transversale, ce qu'on appelle le salto vers l'arrière. Donc, ces types de plongeons sont différenciés par le nombre de saltos ou la rotation transversale que le plongeur va effectuer. Dans ce cadre, j'ai choisi le salto et demi arrière groupé que vous pouvez voir dans la vidéo. Et son code numérique utilisé dans les Jeux olympiques est 203C. Donc, avant de continuer, je voulais parler un peu des habiletés motrices fondamentales. Donc, les habiletés motrices fondamentales sont un ensemble spécifique d'aptitudes motrices globales qui impliquent différentes parties du corps. Et ces aptitudes sont les éléments de base de compétences plus complexes que les enfants apprendront tout au long de leur vie pour participer avec compétences à des jeux ou des sports ou des activités récréatives. Donc, il y a 3 catégories de compétences fondamentales de mouvement et je voulais appliquer vraiment 2 qui sont applicables au plongeon, dont les compétences d'équilibre et cela
rend capable du plongeur pour s'équilibrer sur la planche avant de sauter et les compétences locomotrices dont ça permet au plongeur de sauter de la planche et de faire différents mouvements complexes dans l'air, par exemple les saltos. Donc, afin d'analyser les facteurs qui influencent le développement moteur de Alexandre aux différents stades de sa vie, donc c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et l'adulte, par rapport aux techniques spécifiées qu'on a parlé de auparavant, on doit comprendre les facteurs de base qui affectent l'athlète ou qui sont importants pour ce technique spécifique et comment ceux-ci se développent dans les différents stades de vie. Donc, le plongéon est l'un des sports les plus gracieux et les plus spectaculaires au monde et tous les 4 ans aux Jeux olympiques, il attire l'attention du public du monde entier. Donc, qu'est-ce que fait le plongeon parfait? Le plongeon est physiquement exigeant et il requiert de l'endurance et de la force, ainsi que la vitesse, l'agilité et la souplesse pour effectuer une gamme incroyable des sauts périlleux. Et les sauts périlleux sont ceux qui sont utilisés dans notre technique spécifique. Et en fait, afin de pouvoir faire ces sauts périlleux et cette technique en général, l'athlète doit être à l'aise pour se mettre à l'envers et doivent démontrer suffisamment de force pour maintenir leur corps en boule. Ils doivent également exercer suffisamment de force dans les jambes pour se pousser et avoir l'élan nécessaire pour monter et descendre jusqu'au bout. Ainsi, les facteurs qui sont importants pour cette technique spécifique incluent l'endurance aérobique, la flexibilité, la motivation et confiance en soi, la force et puissance, l'agilité, l'équilibre et la coordination, l'habileté et la technique, la vitesse et la capacité analytique et tactique de l'individu. Donc, les thèmes croissance et maturation sont souvent utilisés ensemble et parfois synonymes. Cependant, chacun d'eux fait référence à des activités biologiques spécifiques. La croissance fait référence à des changements de quantité observables étape par étape et à des changements mesurables de la taille du corps tels que la taille, le poids et le pourcentage de graisse. La maturation fait référence aux changements qualitatifs du système tant structurel que fonctionnel dans la progression du corps vers la maturité comme le changement du cartilage en eau dans le squelette. Le développement fait référence à l'interrelation entre la croissance et la maturation en fonction du temps qui passe, dont le concept de développement comprend également le domaine social, émotionnel, intellectuel et moteur de l'enfant. L'âge chronologique fait référence au nombre d'années et de jours écoulés depuis la naissance et les enfants de même âge chronologique peuvent différer de plusieurs années dans leur niveau de maturation biologique. L'âge de développement fait référence au degré de maturité physique, mentale, cognitive et émotionnelle. Et l'âge de développement physique peut être déterminé par la maturité squelettique et l'âge osseux après lequel la maturité mentale, cognitive et émotionnelle est incorporée. C'est une chose de base de comprendre durant que je fais cette évaluation de ces stades de vie, c'est que j'évalue selon le fait que Alexandre est du sexe masculin qui a déjà un impact sur certains facteurs et à quel âge certaines choses se produisent et qu'on voit certaines choses se produisent dans le corps comparé à l'âge que certaines choses se produisent aux femmes. Une autre chose à prendre compte, c'est que Alexandre a commencé de s'entraîner depuis l'âge de 5 ans avant qu'il a commencé les Jeux olympiques à l'âge de 13 ans. Donc la première chose qu'on va prendre en compte, c'est l'endurance. Dans la période optimale de formation se situe au début de la phase de la croissance rapide, que pour les gars, c'est environ de 13 à 14 ans. Il est recommandé de s'entraîner à la capacité aérobique avant que les athlètes n'atteignent leur phase de croissance rapide. Donc, la puissance aérobique doit être introduite progressivement après le ralentissement du taux de croissance. Ensuite, on a la force. Dans la période optimale d'apprentissage pour les garçons est environ 12 à 18 mois après
qu'ils ont 13 à 14 ans, donc après leur phase de croissance rapide, qui est généralement de 12 à 14 ans. En ce qui concerne la vitesse, pour les garçons, la première période d'entraînement à la vitesse se situe entre 7 à 9 ans et la deuxième se situe entre 13 à 16 ans. En ce qui concerne les compétences, la période de formation optimale pour les garçons est entre 9 à 12 ans. Et en ce qui concerne la souplesse ainsi la flexibilité, la période optimale d'apprentissage de la souplesse pour les garçons et filles se situe entre 6 à 10 ans et une attention particulière doit être accordée à la souplesse pendant la période de leur phase de croissance rapide. Une autre chose à prendre en compte, c'est que la flexibilité commence à augmenter dès l'enfance jusqu'à l'adolescence et commence à diminuer dès l'âge d'adulte. Et vous pouvez préserver une grande partie de votre flexibilité en vieillissant en passant seulement 10 minutes à vous étirer quelques fois par semaine. Et on voit une grande quantité, la plupart des athlètes ont tendance à prendre leur retraite à un certain âge parce qu'ils ne sont plus flexibles et ils n'ont plus la force nécessaire pour continuer à faire ou effectuer certains mouvements. Donc, en allant plus en détail des différents stades de vie, si on regarde le développement physique de l'enfance, les caractéristiques de base incluent la taille du corps qui augmente par rapport au reste du corps. Cela n'aime pas sur les performances car la capacité d'endurance est plus que suffisante pour répondre aux exigences de la plupart des activités. Ensuite, le système anaérobie n'est pas développé. Cela impacte leur performance car la capacité de travailler en anaérobie est limitée. Aussi, le métabolisme d'un enfant est moins économique que celui d'un adulte. Ainsi, les enfants utilisent plus d'oxygène qu'il soit exprimé en valeur absolue ou prorata de leur poids. Puis, les grands groupes de muscles sont plus développés que les petits. L'enfant alors est habile dont les mouvements nécessitent l'utilisation des grands groupes musculaires. Aussi, les schémas moteurs s'affinent et le mécanisme d'équilibre dans l'oreille interne mûrit progressivement. Alors, une grande amélioration de l'agilité, de l'équilibre et de la coordination et de la flexibilité se produit vers la fin du stade de l'enfance. Et aussi, la force se développe par l'amélioration des voies neurales, dont il y a une amélioration apparente de la force qui n'est pas due aux adaptations neuromusculaires des fibres musculaires. En ce qui concerne le développement mental et cognitif durant l'enfance, la capacité d'attention augmente progressivement. Ainsi, les enfants ne peuvent pas écouter ou rester immobiles pendant les longues périodes. Aussi, les enfants sont enthousiastes et souvent impatients. Donc, les enfants veulent bouger et ne pas écouter tout le fois, spécialement dans un programme d'entraînement. Et aussi, les enfants ont une capacité de raisonnement très limitée, dont ils doivent être toujours guidés. En ce qui concerne le développement émotionnel, les enfants commencent à développer leur concept de soi. Donc, ils ont tendance à évaluer leur performance dans leur ensemble et en thèmes qui peuvent être en noir et blanc. Donc, soit ils sont brillants ou soit ils sont inutiles. Ils ne sont pas vraiment spécifiques ou n'analysent pas leur performance de manière critique. Donc, pendant l'adolescence précoce, en ce qui concerne le développement physique, des changements proportionnels importants se produisent dans leurs tissus osseux, musculaires et adipeux. L'impact général sur les performances, c'est que les athlètes peuvent perdre temporairement une partie de leur conscience kinesthétique et leur capacité à savoir où ils sont parce qu'ils sont toujours en train de développer. Aussi, les différentes parties du corps se développent à des rythmes différents et la longueur des bras et les jambes augmente avant le tronc. Donc, les athlètes peuvent avoir l'air dégingandés et perdre le contrôle de leurs extrémités. Ensuite, la diminution de la flexibilité résulte directement de leur croissance, dont les mouvements peuvent être très limités parce qu'en tant qu'on grandit, notre flexibilité réduit.
Aussi, l'augmentation de la croissance et la diminution de la flexibilité rendent les adolescents sujets à des blessures dues à un impact aigu, dont les blessures peuvent résulter d'un exercice de nature aiguë, comme l'élongation forcée des muscles lors des coups de pied, des sauts ou une utilisation excessive. Aussi, durant ce stade, le système nerveux central est presque entièrement développé. Ainsi, leurs agilité, l'équilibre et la coordination peuvent être entièrement formés. Aussi, la pensée abstraite s'installe solidement. Donc, les adolescents devraient participer au processus décisionnel et être davantage responsables de leurs propres décisions. Une nouvelle forme de pensée égocentrique se développe, dont il peut se résulter une forte crainte de l'échec. Aussi, les jeunes sont désireux de se perfectionner, donc structurer un apprentissage des compétences réussies en fonction des besoins individuels. Dans la fin de leur adolescence, en ce qui concerne le développement physique, la hauteur post-ménarche commence à se stabiliser. Donc, l'augmentation de la taille est d'environ 5%. Alors, l'impact général sur la performance, c'est que les muscles ont atteint leur taille adulte, mais l'augmentation de la force musculaire se poursuit jusque dans les années 20. Aussi, la maturation de squelette se produit, alors les tissus conjonctifs se renforcent et le taux d'amélioration du développement des compétences diminue, puisque la maturation du squelette se produit. Puis, dans la fin de l'adolescence, en ce qui concerne le développement mental et cognitif, en général, à 16 ans, le cerveau a atteint la taille adulte, mais continue à se développer neurologiquement. Ainsi, les athlètes peuvent comprendre les exigences techniques de leur sport et le technique qu'ils veulent pratiquer. Et puis, la pensée critique s'installe, dont les athlètes peuvent prendre des décisions concernant leur parcours d'entraînement. Au début de l'âge d'adulte, en ce qui concerne le développement physique, physiologiquement, le corps atteint sa maturité à ce stade. Alors, tous les systèmes physiologiques peuvent être entraînés. Et la maturation finale du squelette chez les femmes se produit d'environ 19 à 20 ans et chez les mâles d'environ 3 ans plus tard. Et en ce qui concerne le développement mental et cognitif au début de l'âge adulte, sur le plan neurologique, le cerveau arrive à maturité vers 19 et 20 ans. Ainsi, les athlètes sont capables de s'auto-analyser, de corriger et d'affiner leurs compétences. Les athlètes peuvent analyser et conceptualiser toutes les facettes de leur sport. Aussi, des compétences bien développées en matière de traitement de l'information améliorent la capacité de l'athlète à visualiser les instructions verbales. Donc, je vais donc maintenant évaluer les 3 étapes de l'apprentissage moteur, dont essentiellement la maîtrise de cette technique par Alexandre. Je ne sais pas exactement à quel âge il est arrivé à chaque étape, mais je sais qu'il a commencé à plonger dès l'âge de 5 ans. Donc, je dirais que il a commencé à l'étape cognitive à l'âge de 5 ans et puis à l'âge de 13 ans, il était déjà arrivé à l'étape autonome puisque je sais que c'est à l'âge de 13 ans qu'il a fait ses premiers jeux, participé dans ses premiers jeux olympiques où il a effectué cette technique. Donc, l'apprentissage moteur en particulier, l'apprentissage précoce, implique que les apprenants tentent d'acquérir une idée du mouvement ou de comprendre le schéma de base de la coordination. Pour atteindre ces objectifs, les apprenants doivent utiliser des processus cognitifs et verbaux pour résoudre des problèmes. À cette fin, Fitz suggère que l'acquisition des compétences motrices suit 3 étapes. L'étape cognitive, l'étape associative et l'étape autonome. En ce qui concerne l'étape cognitive, pour le nouvel apprenant, le problème à résoudre à l'étape cognitive est de comprendre ce qu'il faut faire. Il serait extrêmement difficile pour quelqu'un d'apprendre une compétence sans recevoir de connaissances préalables pour cette compétence. Donc, que ces connaissances soient visuelles ou verbales. Donc, prenons par exemple cette technique. Il s'agit d'un exercice assez compliqué qui exige beaucoup de souplesse et de habiletés gymnastiques. Donc, il serait en effet difficile pour un plongeur débutant
apprendre une telle technique sans jamais le voir exécuter, ni recevoir de connaissances déclaratives sur la façon dont le plongeon est exécuté. En d'autres termes, l'apprentissage moteur commence par l'étape cognitive et le traitement de l'information. Le plongeur pourrait certainement découvrir comment effectuer la plongée de manière approximative, mais cela nécessiterait probablement de longues heures d'essais et d'erreurs, d'expérimentation et de résolution créative de problèmes. Il est beaucoup plus simple d'apprendre une compétence en acquérant d'abord les informations sur cette compétence. J'imagine qu'à cette phase, il s'est entraîné au plongeon arrière de ligne droite avant de commencer avec les sauts périlleux. Et puis, il a pratiqué ces sauts périlleux probablement sur la terre au lieu de commencer directement dans l'eau. Donc, le stade cognitif est caractérisé par des gains importants en termes de performance et des performances irrégulières. Durant cette phase, les instructions, les conseils et les exercices au ralenti, l'analyse vidéo, les retours d'informations accrues et d'autres techniques d'entraînement sont très efficaces. Au cours de la phase cognitive, il est important que l'apprenant reçoive les informations, les conseils et le temps nécessaire pour établir le base du mouvement. Parfois, il peut être utile de faire des erreurs et d'adopter une approche constructiviste de l'accompagnement et de l'apprentissage. Donc, l'étape associative se caractérise par une information verbale beaucoup moins importante, des gains de performance plus faibles, une performance consciente des ajustements, des mouvements maladroits et disjoints et un temps de réalisation long. Au cours de cette étape, l'athlète s'efforce d'ajuster ses mouvements et d'enchaîner les petits mouvements. Cette étape est également appelée l'étape motrice car le problème à résoudre dans l'étape associative est d'apprendre à exécuter l'habilité. Du point de vue cognitif, l'athlète tente de traduire la connaissance déclarative en connaissance procédurale. En d'autres termes, l'athlète transforme ce qu'il doit faire en comment il doit le faire. Aucun plongeur dans l'histoire du sport de la plongée n'a jamais effectué tous les plongeons parfaits sur les dizaines de mètres en une seule compétition. Il est toujours possible de s'améliorer. Et cela est vrai pour tous les sports. Par exemple, un lanceur de baseball ou de softball peut améliorer son lancer et apprendre de nouveaux lancers en perche. Un perchiste peut apprendre à utiliser une nouvelle perche ou une nouvelle technique. Un gymnaste peut affiner une routine. Un basketteur peut améliorer sa technique de tir et un nageur peut améliorer sa technique de course et de virage à l'envers. Les athlètes qui réussissent et les entraîneurs très efficaces sont toujours à la recherche de moyens de s'améliorer. Par conséquent, ils révisitent fréquemment la stade cognitif, donc l'étape cognitive, puis l'étape associative de l'apprentissage moteur. Et le réexamen de ces étapes et les processus de réapprentissage. Lorsque ces athlètes essaient quelque chose de nouveau, ils se sentent mal à l'aise la plupart du fois et gênés et sont parfois réticentes à poursuivre le changement. Dans les informations verbales que on peut donner sur les 3 étapes de l'apprentissage moteur ainsi que les informations sur la nouvelle technique les aident à établir ou à activer un schéma d'apprentissage et leur fournissent une justification ou une perspective pour persévérer dans le changement. Ensuite, vous travaillez avec ceux sur la compétence dans sa forme la plus simple jusqu'à ce que la compétence soit maîtrisée, automatique et intégrée dans le programme de mouvement. Finalement, on a l'étape autonome. Donc, il faut souvent des années de formation pour arriver au stade de l'autonomie. Mais c'est à ce stade que les athlètes d'élite en sont, où la performance motrice devient largement automatique, où les exigences de traitement cognitif sont minimales et où les athlètes sont capables de s'occuper et de traiter d'autres informations, par exemple, penser de leur forme ou le style du mouvement dans le sport ou dans le technique. Dans l'ensemble, c'est le pratique qui rend parfait et c'est ce qui a permis à Alexandre Despati de passer ou d'aller de sa piscine de jardin aux Jeux olympiques.
Dans la rétroaction en général, est l'information que dans ce cas, un plongeur reçoit sur ses performances, que ce soit lors d'un entraînement, d'une session de formation ou d'une compétition. En ce qui concerne la rétroaction intrinsèque, c'est l'information qui nous est fournie suite à l'exécution d'une action et dans le contexte sportif, il existe deux catégories de la rétroaction intrinsèque, la connaissance de résultats et connaissance de la performance. Par exemple, pour la rétroaction intrinsèque, en ce qui concerne la connaissance des résultats, tu sais que tu as fait un minimum d'éclaboussures quand tu as plongé dans la piscine. Et la plupart des plongeurs savent aussi qu'une claque est le résultat d'un mauvais plongeon. En ce qui concerne la connaissance de la performance, la plupart des plongeurs savent qu'ils font un bon plongeon. Ils le savent par l'expérience, ce qu'ils ressentent lors d'un plongeon qui a une entrée en déchirure. Comme mentionné précédemment, la plupart des plongeurs savent également qu'une claque est le résultat d'un plongeon mauvais. Malheureusement, le résultat est la douleur qui vient de l'atterrissage hors de la position, en particulier lors du plongeon de saut périlleux. Et ce type de retour d'information provient de ses propres sens du plongeur. En ce qui concerne les rétroactions extrinsèques, la rétroaction extrinsèque est l'information qu'un plongeur reçoit d'une source extérieure. Et ces informations peuvent provenir d'un entraîneur, d'un coéquipier, des résultats obtenus lors d'une compétition ou d'une vidéo. Par exemple, en ce qui concerne les connaissances des résultats, on voit immédiatement la marque du plongeur après qu'il fait son saut. En ce qui concerne la connaissance de la performance, dans la plupart des compétitions, tu vas attendre les commentateurs dire les choses comme où le plongeur est entré avec beaucoup de force, où il a fait sa rotation, il est entré trop tôt. Alors, l'importance d'un entraîneur qui donne les rétroactions aux plongeurs. Donc, l'importance de la rétroaction intrinsèque et extrinsèque est importante dans le cadre du coaching. Mais si elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent également nuire à l'objectif ultime, qui est aider un plongeur à s'améliorer. Les coachs ou les entraîneurs doivent être capables de les entraîner à reconnaître la rétroaction intrinsèque et ce qui signifie, ainsi qu'à accepter la rétroaction extrinsèque. Savoir condamner la rétroaction extrinsèque est l'un des aspects difficiles de l'encadrement et de pouvoir adapter le retour d'informations aux besoins individuels du plongeur. Et les jeunes plongeurs ayant peu ou pas d'expérience se fieront davantage aux rétroactions extrinsèques d'un coach. Il est étonnant de voir le nombre de fois où vous demandez à un débutant comment une plongée est entrée dans l'eau et où il vous regarde dans un regard vide et vous répond « je ne sais pas ». Les plongeurs expérimentés en revanche peuvent avoir besoin de très peu de rétroaction extrinsèque, sachant ce qui s'est passé lors de leur plongée et comment apporter une correction. Un commentaire tel que « la plongée a été un peu courte » peut être rien de plus qu'un mouvement de la main ou un signe de la tête peut suffire. Prochainement, je vais parler sur le sujet de la transfert de connaissances, dont nous pratiquons certaines habiletés en espérant que l'apprentissage de cette tâche sera utile pour une autre tâche et c'est l'idée générale qui se trouve derrière le transfert de connaissances. Dès mes recherches, j'ai constaté que Alexandre a pratiqué beaucoup de sports en tant qu'enfant et l'un des sports était la natation, et ce que je vais utiliser principalement. Il a aussi pratiqué le ski alpin. Donc, premièrement, on a le transfert positif et ça se produit quand on montre aux athlètes les mouvements fondamentaux qui ont des applications dans divers jeux. Par exemple, on peut lier la natation et le plongée. Donc, la natation et le plongée sont tous les deux des sports nautiques et dans ces deux sports, il nécessite de sauter dans l'eau et de connaître les techniques complexes impliquant l'utilisation de tout le corps qui n'est pas vraiment commun dans les autres sports où tu dois utiliser tout ton corps pour effectuer une technique.
Ensuite, on a le transfert négatif et c'est le type de transfert que l'on doit éviter. Il se produit quand l'application des connaissances envers divers jeux n'est pas positive. Par exemple, en comparant encore la natation et le plongée. La plupart des gens pensent que la natation et le plongée sont tellement similaires, mais ils sont tellement différents. En nageant, nous voyageons dans l'eau d'un bout à l'autre d'une piscine. En plongée, les plongeurs montent sur un plongeoir d'environ 3 à 8 mètres de haut et sautent dans l'eau dans la piscine. Et quand vous voyez un nageur plonger dans la piscine, il se concentre pas sur l'élégance et éclabousse beaucoup d'eau. Mais il faut avoir des bonnes compétences en gymnastique et un bon équilibre pour plonger. Dans nager, tout votre corps est déjà dans l'eau. Plonger, vous n'êtes pas dans l'eau, puis vous tenez vos mains ensemble au-dessus de votre tête et vous sautez dans l'eau avec vos mains qui entrent en premier dans l'eau. Et en ce qui concerne le transfert rapproché, il a lieu lorsque l'objectif correspond à une tâche qui est relativement semblable à la tâche d'entraînement. En d'autres mots, l'activité que l'on pratique est différente mais suffisamment similaire à la tâche critère. Par exemple, la plupart du fois, avant que Alexandre allait s'entraîner dans la piscine, il pratiquait ses sauts périlleux sur un trampolin pour avoir cette même sensation d'être en l'air. Et finalement, en ce qui concerne le transfert éloigné, il se produit lorsque le transfert de connaissances se produit d'une tâche à une autre alors que les deux sont très différents. Dans ce cas, le but est plus général et l'efficacité de l'habilité pratiquée n'est pas aussi significative pour les activités auxquelles on espère les transférer. Cette idée s'applique surtout lorsqu'un joueur débute l'apprentissage d'une habilité. Par exemple, le fait que Alexandre a dû faire pratiquer la natation générale, mais maintenant il est en train de plonger. Donc sa mère a dû l'enseigner comment faire la natation générale mais finalement il a fait le plongéon. A probablement transféré ses connaissances d'être dans l'eau ou d'être habitué dans l'eau au plongéon. Dans certaines activités que je recommande pour aider aux plongeurs à faire ou à effectuer le technique de salto et demi arrière groupe est le pont de gymnastique. Et cela est une position statique dans laquelle l'athlète bouge la colonne vertébrale et l'épaule et les hanches en hyperextension tout en supportant son poids sur les mains et les pieds, ce qui peut aider à rendre son corps plus flexible, ce qui est essentiel pour ce type pour le plongée ou le technique de plongée. Aussi, et je considérais ce type de transfert un transfert éloigné. Aussi, vous pourriez pratiquer un salto réel sur terre afin de vous habituer à ce type de mouvement et je considérais cela comme un transfert positif.